Une jeune médecin de la frontière risque tout pour sauver un guerrier autochtone blessé. Ce geste lui coûte le respect et la sécurité de tout son village. Mais ce qu'elle ignore, c'est que son acte de compassion lui reviendra d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Sophie Dubois contemplait l'horizon depuis la fenêtre de sa modeste maison en bois, à orée de Val-des-Pierres. L'été 1875 avait apporté une chaleur accablante qui accrochait à la vallée comme un linceul humide. En tant que seul médecin du village, formé par son père avant son décès, elle vivait dans un respect précaire. Les habitants avaient besoin de ses compétences, mais se méfiaient d'une femme qui osait pratiquer la médecine, un domaine réservé aux hommes. Mademoiselle Dubois. Un coup frénétique ébranla sa porte. Venez vite. Il y a eu un drame à la ferme des Garnier. Sophie saisit sa trousse médicale et se précipita dehors pour trouver le jeune Thomas Garnier, le visage strié de poussière et de sueur. Que est-il passé? Demanda-t-elle. Papa a tiré sur quelqu'un, halta Thomas. Il dit que est un de ces sauvages, un créé. Maman dit que il est mourant. L'estomac de Sophie se noua. Les relations avec les tribus locales étaient endues depuis la fin des derniers conflits territoriaux. La plupart des clans avaient été repoussés vers les réserves, mais certains guerriers refusaient la reddition. Conduis-moi là-bas, ordonna-t-elle en montant sur sa jument. Ils chevauchèrent à travers les broussailles et les sentiers rocailleux. La ferme des Garnier apparut à l'horizon, une structure en bois austère flanquée d'une grange et d'un enclos. Élise Garnier les accueillit sur le seuil, tordant son tablier d'angoisse. Il est dans la grange. J'en monte la garde. À l'intérieur de la grange sombre, Jean Garnier se tenait debout, son fusil braqué sur une silhouette étendue sur la paille. Le blessé, à peine plus âgé qu'un garçon, gisait immobile, le sang imbibant sa tunique en peau de daim. Je est surpris en train de rôder près des chevaux, dit Jean sans baisser son arme. J'y ai tiré avant de réaliser ce qu'il était. Sophie agenouilla près du jeune autochtone. Il ne devait pas avoir plus de 20 ans, les pommettes hautes et de longs cheveux noirs. Ses yeux, voilés par la douleur, se fixèrent sur les siens avec une intensité farouche qui lui coupa le souffle. La balle est dans son épaule, dit-elle en examinant la plaie. Je dois extraire avant que l'infection ne se propage. Pourquoi se donner cette peine? Cracha Jean. Ce est qu'un Indien. Laisse-le crever. Sophie se redressa pour faire face à Jean. Toute vie a de la valeur, monsieur Garnier. J'y ai prêté serment de guérir, pas de juger qui mérite d'être sauvé. C'est votre enterrement il se réveille et vous attaque, grommela Jean en reculant. Aidez-moi à le transporter chez moi, insista Sophie. Je pourrai le soigner correctement là-bas. Après maintes protestations, Jean aida à charger le guerrier inconscient dans sa charrette. Le voyage de retour fut tendu, Sophie vérifiant constamment le pouls et la respiration de son patient. De retour dans sa cabane, Sophie travailla toute la nuit. Elle extrait la balle, nettoya la plaie avec de l'eau-de-vie et recousit les chairs. Le guerrier brûlait de fièvre, murmurant parfois dans sa langue natale. Elle pointait lorsque Sophie assoupie sur une chaise près du lit. Un bruit la fit sursauter. Elle observait, alerte malgré sa pâleur. De offrit-elle en aidant à boire. Je appelle Sophie. Vous êtes en sécurité ici. Il la regarda en silence avant de parler dans un français hésitant. Pourquoi aider ennemi? Je suis une guérisseuse. Vous aviez besoin de soins. Il toucha son épaule bandée. Je suis Quito. Renard rapide. Repose-toi, Quito. Tu dois reprendre des forces. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers Val-des-Pierres. Dès midi, le shérif Meunier était à sa porte, chapeau à la main. Mademoiselle Dubois, les gens disent que vous hébergez un sauvage. Je soigne un homme blessé, shérif. Les gens de cet homme ont tué des colons dans toute la région. Et combien des siens les colons ont-ils tués? Riposta Sophie. Le shérif soupira. Vous savez que je respecte la mémoire de votre père, mais la ville ne tolérera pas ça. Dès qu'il peut monter à cheval, il doit partir. Pendant 3 jours, Sophie soigna Quito. Ils développèrent une entente prudente, communiquant par gestes et mots simples.
Il lui parla de sa famille, des luttes de sa tribu et des terres sacrées perdues. Elle partagea les histoires de son père lui enseignant la médecine quand aucune école acceptait les femmes. Le 4e matin, Sophie se réveilla pour trouver le lit vide. Sur sa table reposait une petite bourse en peau de cerf contenant une magnifique pierre de turquoise attachée à un cordon de cuir. Un sentiment de soulagement mêlé à une tristesse inattendue envahit. Cet après-midi-là, le curé Vachon arrêta dans la rue. « Mademoiselle Dubois, je dois vous parler de ce païen avec qui vous avez fraternisé. Était un patient, mon père, rien de plus. Vous avez attiré le danger sur notre communauté. » Proclama-t-il assez fort pour attirer l'attention des passants. Le Seigneur dit que nous ne devons pas nous lier aux ennemis des enfants de Dieu. Je et rien fait de tel. Votre père aurait honte, poursuivit le curé. Une femme respectable amène pas de sauvages et zèle. Le soir venu, le mal était fait. Les femmes écartaient leurs enfants sur le passage de Sophie. Épicier la surveillait avec suspicion lorsque elle achetait ses provisions. Même Madame Pelletier, qui avait accepté avec gratitude l'aide de Sophie lors de son accouchement l'hiver dernier, traversa la rue pour éviter. Sophie rentra chez elle en retenant ses larmes. Sur le perron de sa maison, quelqu'un avait déposé un dessin grossier représentant une femme la corde au cou. En dessous, une main malhabile avait écrit « Amante des Indiens ». La malédiction de Val-des-Pierres avait commencé. 2 mois passèrent et l'isolement de Sophie devint plus pesant. Les patients cessèrent de venir, sauf en cas d'extrême urgence. Lorsqu'il venait, il refusait de croiser son regard, acceptant ses soins avec des remerciements marmonnés avant de s'enfuir. Les murmures la suivaient partout, sorcière, traîtresse. Par un matin clair d'octobre, Sophie chevaucha jusqu'à la ferme des Lefèvre pour accoucher Marthe Lefèvre. Le travail avait été difficile, mais la mère et la fille reposaient maintenant paisiblement. Alors que Sophie rangeait ses instruments, François Lefèvre lui glissa maladroitement quelques pièces dans la paume. « Les gens racontent n'importe quoi, dit-il doucement. Vous avez sauvé ma Marthe et le bébé. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci, François. » Alors qu'elle rentrait chez elle à travers les champs dorés de automne, Sophie aperçut des cavaliers à l'horizon. Son cœur accéléra. 5 hommes à cheval avançaient avec détermination. Elle reconnut le shérif Meunier et Jean Garnier parmi eux. Ils lui barrèrent la route, formant un demi-cercle autour de sa jument. Mademoiselle Dubois, commença le shérif en évitant son regard. Il y a eu des raids autochtones sur 3 fermes au nord ici. 2 hommes morts, du bétail volé. C'est terrible, dit Sophie. Mais quel rapport avec moi? Jean Garnier cracha par terre. Ce sauvage que vous avez sauvé les mène probablement. Il a repéré nos terres pendant que vous le nourrissez. Quito était seul et blessé, protesta Sophie. Il est parti il y a des mois. Peut-être que vous leur faites des signaux, suggéra un autre cavalier, un homme nommé Poirier. Pour les aider à planifier les attaques. C'est absurde. Je suis médecin, pas une conspiratrice. Nous allons fouiller votre cabane, déclara le shérif d'un ton plat. Si nous trouvons quoi que ce soit de suspect. Vous ferez quoi? Le défia Sophie, la colère remplaçant la peur. Vous me pendrez comme votre dessin le suggérait? Les hommes l'agitèrent, mal à aise, mais aucun ne nia l'existence de la menace. On ne fait que notre devoir, marmonna le shérif. Ils escortèrent chez elle et mirent sa maison à sac. Ils ne trouvèrent rien de compromettant, sauf le collier de turquoise de Quito que Sophie avait caché dans la vieille Bible de son père. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda Jean en le faisant pendiller devant son visage. Un cadeau. Un remerciement pour lui avoir sauvé la vie. Sorcellerie, siffla Poirier. Magie indienne. Le shérif Meunier confisqua le collier. Le conseil du village veut se réunir demain. Vous serez là pour répondre de vos actes. Cette nuit-là, Sophie ne put trouver le sommeil. La turquoise lui était précieuse, non pour des vertus magiques, mais parce qu'elle représentait la seule personne qui lui avait montré de la gratitude quand tous les autres lui tournaient le dos. Elle assemblée se tint dans d'église. Sophie assis seule au premier rang tandis que le curé Vachon menait les prières, demandant protection contre les sauvages parmi nous et autour de nous. Le juge Perrault,
qui faisait la tournée du district, présidait avec un inconfort évident. Mademoiselle Dubois, commença-t-il. Vous êtes accusé de fréquenter les ennemis de cette communauté et possiblement d'aider aux récentes attaques. Que avez-vous à dire? Sophie se leva, la voix ferme malgré les battements affolés de son cœur. J'y ai soigné un être humain blessé, comme mon serment et ma conscience exigeaient. Je n'ai jamais aidé à aucune attaque. Ces accusations sont nées de la peur et des préjugés, pas de la vérité. Les témoignages suivirent. Certains, comme les Lefebvre, parlèrent de ses compétences médicales et de son dévouement. Des autres racontèrent des rumeurs et des soupçons, chacun plus extravagant que le dernier. À la fin, Sophie se sentait totalement vidée. Le juge Perrault éclaircit la gorge. Je ne trouve aucune preuve d'activité criminelle. Cependant, étant donné les inquiétudes de la communauté, je recommande à mademoiselle Dubois d'envisager de déplacer son cabinet. Vous me bannissez, demanda Sophie, incrédule. Pour votre propre sécurité, répondit le juge, non sans gentillesse. Les esprits sont échauffés. Sophie regarda autour d'elle, observant ces visages qu'elle connaissait depuis toujours, maintenant déformés par la suspicion et la peur. Seul quelqu'un montrait de la sympathie ou de la honte. C'était la maison de mon père, dit-elle doucement. Je ne serai pas chassé par l'ignorance. Le juge Perrault éclaircit la gorge, brisant le silence pesant de l'église. Je ne trouve aucune preuve d'activité criminelle. Cependant, compte tenu des inquiétudes de la communauté, je recommande à mademoiselle Dubois d'envisager de déplacer son cabinet médical. Vous me bannissez, demanda Sophie, incrédule. Pour votre propre sécurité, répondit le juge, non sans une certaine bienveillance. Les esprits sont échauffés. Sophie balaya du regard les visages qu'elle connaissait depuis l'enfance, aujourd'hui déformés par la suspicion et la peur. Seul quelqu'un montrait de la sympathie ou de la honte. C'était la maison de mon père, dit-elle doucement mais fermement. Je ne me laisserai pas chasser par l'ignorance. Les semaines suivantes furent marquées par une hostilité croissante. Son potager fut piétiné, ses fenêtres brisées. Le mot « partez » fut peint en lettres rouges sur sa porte. Sophie répara ce qu'elle put et continua, bien que les patients se fissent désormais rares. L'hiver arriva tôt cette année-là, apportant un froid mordant et des vents hurlants. Sophie économisait ses maigres réserves et ramassait du bois de chauffage dès que le temps le permettait. Lors des nuits les plus sombres de décembre, la solitude oppressait comme une présence physique. Un soir, alors qu'une tempête de neige faisait rage au dehors, Sophie était assise près de l'âtre, lisant un des journaux médicaux de son père. Un bruit à la porte la figea. Ce n'était pas un coup frappé, mais un raclement désespéré. Le cœur battant, elle saisit le vieux pistolet de son père et approcha avec prudence. Le vent couvrait tout autre son. Lentement, elle entrebâilla la porte. Une silhouette était effondrée sur son perron, presque ensevelie par la neige. Pendant un terrible instant, Sophie crut voir un cadavre laissé là en guise de menace. Puis, la forme bougea légèrement. Sophie tira l'inconnu à l'intérieur et referma la porte contre la bise glaciale. À la lueur du feu, elle étouffa un cri de reconnaissance. C'était Quito. Il était à peine conscient, à demi gelé, et serrait un paquet contre sa poitrine. « Tu es revenu, murmura-t-elle. Quito, que est-il arrivé? Elle aida à installer près du feu, enveloppant de couverture. Ses lèvres étaient bleues de froid, son corps secoué de tremblements violents. Soldat, parvint-il à articuler en claquant des dents. Chassé, depuis plusieurs jours. Sophie activa, vérifiant ses blessures tout en le réchauffant progressivement. Il souffrait des engelures aux doigts et aux orteils, mais rien d'irréversible. L'épuisement et l'exposition au froid étaient ses principaux maux. Alors que Quito reprenait un peu de chaleur, Sophie perçut des bruits étouffés provenant du paquet qu'il avait protégé au péril de sa vie. Avec précaution, elle écarta les couches de peau de bête pour révéler un minuscule visage. Un bébé, pas plus de quelques mois, miraculeusement endormi malgré l'épreuve. Un enfant. Souffla Sophie. À qui est ce bébé? L'expression de Quito assombrie de chagrin. Le fils de ma sœur. Les soldats ont attaqué notre camp.
ma sœur, mourante. Elle aime à donner le garçon. Elle a dit, trouve la femme médecine. Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle t'a envoyé vers moi? Quito hocha la tête. J'y ai parlé de la guérisseuse bienveillante. J'y ai dit que tu avais un bon cœur. Sophie examina le nourrisson. Malgré le voyage, il semblait en bonne santé, affamé et froid, mais indemne. Elle fit chauffer du lait et montra à Quito comment le nourrir avec un linge imbibé. Quel est son nom? Demanda-t-elle. Astérisque Wambly astérisque. Petit aigle. Pendant 3 jours, Sophie garda Quito et le bébé cachés. Le blizzard leur offrait une couverture idéale, personne ne s'aventurait jusqu'à sa cabane isolée par un temps pareil. Elle soigna les engelures de Quito et elle aida à reprendre des forces tout en lui apprenant à s'occuper de Petit aigle. Au 4e matin, Sophie se réveilla pour trouver Quito debout près de la fenêtre, observant la chute de neige devenue plus douce. Il semblait plus fort, bien que la tristesse marquât toujours ses traits. « Mon peuple est dispersé, dit-il doucement. Certains vont dans les réserves. Des autres combattent encore. Aucun endroit est sûr pour Petit aigle. » Sophie le rejoignit à la fenêtre. « Que vas-tu faire? » Quito se tourna vers elle, ses yeux noirs intenses. « Je viens demander une grande faveur. Garde Petit aigle. » « Moi? » Le cœur de Sophie rata un battement. « Quito, je ne sais pas si je peux, tu es une femme bonne. Apprends-lui les voies de la guérison. Ici, il peut vivre. Le village me soupçonne déjà de comploter avec ton peuple, expliqua Sophie. Il découvre que j'y élève un enfant autochtone, ne élève pas comme un des miens, elle interrompit Quito. Élève-le comme ton enfant. Dis-leur, orphelin venu de loin. L'idée était à la fois terrifiante et étrangement séduisante. Sophie avait accepté depuis longtemps qu'elle ne se marierait jamais ni aurait d'enfants. Sa profession et son indépendance en empêchaient. Pourtant, la pensée d'élever ce garçon innocent remuait quelque chose de profond en elle. Ils ne croiront jamais qu'il est de moi. Dis que c'est l'enfant de ta sœur. De très loin. Sophie regarda le nourrisson endormi. Il avait déjà pris une part de son cœur. Et toi? Tu es sa famille. Le visage de Quito devint solennel. Je vais au nord. Trouver des autres clans. Combattre les soldats. Pas de vie pour un bébé. Il fouilla dans ses vêtements et en sortit un objet familier. Le collier de turquoise, celui-là même que le shérif avait confisqué, mais que Quito avait dû récupérer d'une manière ou d'une autre. Reprends-le. Tu as risqué ta vie pour ça, demanda Sophie, stupéfaite. Pierre de médecine de ma grand-mère. Donne le pouvoir de protéger. Il plaça la pierre dans la main de Sophie. Maintenant, protège Petit aigle. Cette nuit-là, Sophie prit sa décision. Elle élèverait l'enfant comme le sien, prétendant qu'il était le fils de sa défunte sœur de Saint-Louis. Le village aurait des soupçons, mais ne pourrait rien prouver. Ce serait difficile, peut-être dangereux, mais elle ne pouvait supporter l'alternative. Le lendemain matin, Sophie prépara des vivres pour le voyage de Quito vers le nord. Nourriture, médicaments, vêtements chauds. Au moment des adieux, il pressa son front contre le sien dans un geste de profond respect. Petit aigle a maintenant de grandes ailes, dit-il en jetant un dernier regard au bébé dans les bras de Sophie. Un jour, je reviendrai. Sophie le regarda disparaître dans le paysage enneigé, se demandant si elle le reverrait un jour. Puis elle se tourna vers sa cabane, vers sa nouvelle vie de mère. Lorsque la neige fondit suffisamment pour permettre de voyager, Sophie emmitoufla Petit aigle, désormais prénommé Thomas, et se rendit à Val-des-Pierres. Les regards fixes et les murmures la suivirent jusqu'à l'épicerie générale, où elle acheta calmement des fournitures pour bébé. Madame Leroux, dit Sophie en adressant directement à la femme de l'épicier. Je voudrais vous présenter mon neveu, Thomas. Ma sœur, à Saint-Louis, est décédée récemment. Que Dieu ait son âme. Elle laisse ce pauvre enfant orphelin. Il est sous ma garde à présent. La curiosité d'Hélène Leroux lutta visiblement avec sa désapprobation envers Sophie. La curiosité, emporta. Votre sœur?
Je ne savais pas que vous aviez de la famille à L.B. Nous étions pas proches après son mariage, improvisa Sophie. Mais le sang est le sang, et l'enfant a besoin d'un foyer. La nouvelle se répandit rapidement. Certains doutaient ouvertement de son histoire, particulièrement en raison du teint olivâtre de l'enfant. Le curé Vachon lui rendit visite, officiellement pour présenter ses condoléances, mais clairement pour inspecter le bébé. Il a une apparence distinctive, nota le curé avec suspicion. Le mari de ma sœur était italien, répondit Sophie avec aplomb. Thomas tient du teint de son père. Tout le monde n'était pas convaincu, mais beaucoup des habitants adoucirent à la vue de Sophie occupant un bébé. Marthe Lefebvre apporta des vêtements usagés de ses propres enfants. Le docteur Vincent, du village voisin, qui consultait parfois Sophie sur des cas difficiles, recommença à lui envoyer des patients. Les gens respectent une femme qui élève seule un enfant, lui expliqua-t-il lors qu'une visite. Ça montre du caractère. Le printemps arriva, apportant une nouvelle croissance pour accompagner la nouvelle vie dans la maison de Sophie. Thomas épanouissait sous ses soins, ses yeux brillants et son sourire facile conquérant même les visiteurs les plus réticents. Sophie trouvait une joie inattendue dans la maternité, malgré ses défis. Un après-midi d'avril, le shérif Meunier apparut à sa porte. Sophie se tendit, se plaçant instinctivement entre lui et le berceau de Thomas. « Mademoiselle Dubois », commença-t-il maladroitement. « Il y a des rumeurs. »« Il y a toujours des rumeurs, shérif. » Il tritura son chapeau entre ses mains. Le fait est que nous avons trouvé un éclaireur autochtone mort à 3 kilomètres au sud de la ville la semaine dernière. Il avait ceci sur lui. Il tendit un papier plié. Sophie le prit de ses doigts tremblants. C'était un dessin grossier de sa cabane, avec des marques indiquant la zone environnante. Certains pensent qu'il prévoyait de vous attaquer, poursuivit le shérif. Des autres pensent que je l'aidais, termina Sophie avec amertume. Je ne sais plus quoi penser, admit Meunier. Mais je sais que depuis que ce premier Indien est apparu ici, les ennuis vous suivent. De l'intérieur de la cabane, Thomas se mit à pleurer. Les yeux du shérif se posèrent sur le berceau. Ce bébé, il y a des bruits qui courent, mon neveu a besoin de moi, shérif, elle interrompit Sophie fermement. Si vous n'avez pas d'affaires officielles, je vous souhaite le bonjour. Une fois le shérif parti, Sophie resta assise, serrant Thomas contre elle, le collier de turquoise crispé dans sa main libre. Le dessin la troublait profondément. Était-ce la façon pour Quito de cartographier son retour? Ou quelqu'un des autres surveillait-il sa cabane? Quoi qu'il en soit, le danger se resserrait autour d'eux. Cette nuit-là, Sophie prit une nouvelle décision. Elle ne pouvait pas quitter sa maison, mais elle pouvait la rendre plus sûre. Le lendemain, elle engagea 2 jeunes hommes du village pour construire une clôture solide autour de sa propriété et réparer sa grange. Elle acheta un chien de garde à un marchand ambulant et commença à exercer avec le pistolet de son père, affinant sa précision jour après jour. L'été arriva, chaud et sec. Thomas gagnait en force quotidiennement, asseyant désormais seul et babillant joyeusement. Sophie installa dans un nouveau rythme de vie, toujours vigilante, mais déterminée à offrir à son fils adoptif un foyer aimant. Puis vint la sécheresse. Des semaines sans pluie laissèrent les récoltes flétrir sur pied. Le bétail maigrissait à vue des œils. Les sources des OS amenuisaient. L'humeur de Val des Pierres assombrie, teintée de désespoir. C'est une punition, déclara le curé Vachon du haut de sa chair. Le Seigneur retient sa bénédiction lorsque le péché demeure parmi nous. Sophie savait pertinemment qui il visait. Les vieux soupçons ressurgissaient, alimentés par la misère et la peur. Mais cette fois, elle avait Thomas à protéger. La sécheresse étira jusqu'à sa 6e semaine. Le village devenait de plus en plus désespéré alors que les puits asséchaient. Sophie rationnait son eau avec soin, priorisant les besoins de Thomas sur les siens. Le petit potager qu'elle avait replanté dépérissait malgré ses efforts. Un après-midi caniculaire, alors que Sophie étendait le linge, elle remarqua un nuage de poussière à l'horizon, des cavaliers approchaient. Son estomac se noua d'appréhension. Elle rentra rapidement Thomas, le déposa dans son berceau et récupéra son pistolet. Les 5 cavaliers, incluant Jean Garnier et le curé Vachon,
s'arrêtèrent à son portail. Le curé mit pied à terre, expression sinistre. Mademoiselle Dubois, appela Théil. Nous devons vous parler. Sophie avança sur son perron, gardant le pistolet dissimulé dans les plis de sa jupe. Que puis-je pour vous, messieurs? Cette sécheresse détruit notre ville, dit le prêtre. Les familles souffrent. Certains disent que c'est un jugement qui abat sur nous. Je suis désolé pour les épreuves de chacun, répondit Sophie avec prudence. Mais je ne vois pas le rapport avec moi. Jean Garnier cracha dans la poussière. Magie indienne. Cette pierre que vous avez gardée, elle a jeté un sort sur nos terres. C'est absurde, répliqua Sophie, incrédule. Vous ne pouvez pas sérieusement croire qu'un collier a causé la sécheresse. Nous avons été trop tolérants, poursuivit le curé Vachon comme si elle n'avait pas parlé. Des abords en hébergeant un sauvage et maintenant en élevant sa progéniture. La main de Sophie se resserra sur la crosse de son arme. Thomas est le fils de ma sœur, et la magie noire n'existe pas. Donnez-nous la pierre et le bébé indien, exigea Garnier. Puis quittez Val-des-Pierres pour de bon. Sortez de ma propriété, dit Sophie, la voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. Vous ne prendrez ni mon enfant ni quoi que ce soit des autres. Les hommes échangèrent des regards. Un des eux porta la main à son étui. Je ne ferai pas ça si j'y étais vous, avertit Sophie en révélant son pistolet. Je suis devenue très précise. Le face-à-face dura plusieurs instants interminables avant que le shérif Meunier arrive au galop, l'air préoccupé. Que se passe-t-il ici? Tonna Théil. Nous ne faisons que discuter, mon père, dit doucement Vachon. De la sécheresse et de ses causes. Le shérif balaya la scène du regard, notant la posture défensive de Sophie et les expressions hostiles des hommes. Ça ressemble à plus qu'une discussion. Vous autres, retournez en ville. Maintenant. Curé, vous devriez prier pour la pluie, pas harceler mademoiselle Dubois. Après le départ réticent des hommes, le shérif resta un instant. Ils ont peur, expliqua Théil sans croiser le regard de Sophie. Quand les gens ont peur, ils cherchent un coupable. Et je suis une cible facile, conclut Sophie avec amertume. Je ne pourrai pas toujours être là pour intervenir, prévint-il. Soyez prudente, mademoiselle Dubois. Cette nuit-là, Sophie dormit à peine, montant la garde avec son arme à portée de main. Thomas dormait paisiblement, inconscient du danger qui les entourait. À approche de l'aube, Sophie prit sa décision. Elle ne partirait pas. C'était sa maison, héritage de son père. Mais elle avait besoin des alliés. Le lendemain, elle rendit visite aux Lefebvre, apportant un sirop pour la toux de leur cadet. Alors que Marthe préparait le café, Sophie aborda le sujet avec précaution. Des hommes sont venus à ma cabane hier. Ils croient que Thomas et moi sommes responsables de la sécheresse. Les mains de Marthe se figèrent. François a dit qu'il trouvait ça insensé. François le dirait-il publiquement? Je crains pour la sécurité de Thomas. Marthe hésita, puis hocha fermement la tête. François soutient ceux qui nous ont aidés. Je parlerai aussi aux autres femmes. Madame Pelletier vous doit beaucoup pour avoir sauvé son petit Jean de la fièvre scarlatine l'an dernier. Au cours des jours suivants, Sophie rendit visite à des autres familles qu'elle avait soignées, retissant des liens, une conversation à la fois. Tout le monde ne accueillit pas à bras ouverts, mais suffisamment le firent pour qu'elle se sente un peu moins isolée. Une semaine plus tard, des nuages amoncelèrent enfin à l'horizon. Le village retint son souffle, priant pour le soulagement. Lorsque les premières gouttes tombèrent, les gens coururent dans les rues, visages tournés vers le ciel en signe de gratitude. La pluie continua pendant 2 jours bénis, remplissant les puits et ravivant les cultures flétries. Le moment aurait pu être mieux choisi pour Sophie, cela minait complètement la théorie de la malédiction. Même le curé Vachon eut du mal à maintenir sa position face aux questions de sa congrégation nouvellement optimiste. Alors que était cédait la place à automne, l'hostilité envers Sophie diminua progressivement. Le premier anniversaire de Thomas approchait, marqué par ses premiers pas hésitants sur le plancher de la cabane. Sophie célébra événement calmement, préparant un petit gâteau et lui offrant un cheval de bois qu'elle avait sculpté elle-même. Par un soir frais d'octobre,
Alors que Thomas dormait et que Sophie était assise près du feu pour repriser des vêtements, on frappa doucement à sa porte. Sa main se porta automatiquement vers son pistolet avant de s'approcher prudemment. « Qui est là? » « Un ami, » répondit une voix à elle, accent familier. Le cœur de Sophie bondit. Elle ouvrit la porte pour trouver Quito, elle apparence bien changée. Il portait des vêtements de colon, un pantalon, un manteau usé, un chapeau enfoncé bas sur ses longs cheveux noirs. Seuls ses yeux sombres restaient inchangés, elle l'observant intensément. « Tu es revenu, » murmura-t-elle, faisant écho à ses paroles il y a près d'1 an. J'y avais promis. Comment va Petit Aigle? Sophie le fit entrer. Il contempla avec émerveillement enfant endormi. Thomas avait considérablement grandi, ses cheveux noirs étaient épais, ses traits montrant des signes de son héritage, bien que adoucis par la petite enfance. Il est fort, observa Quito avec fierté. Comme sa mère. Il marche maintenant, lui dit Sophie, et il essaie de parler. Il est très intelligent. Quito écouta les histoires sur le développement de Thomas avec une émotion évidente. Puis il partagea son propre périple. Comment il avait voyagé vers le nord pour trouver la situation de son peuple désespéré partout. Comment il avait finalement pris une décision difficile. Je ne peux plus me battre, expliqua-t-il. Trop de morts. L'avenir change. Je dois changer avec lui. De sa poche, il sortit un papier plié. Sophie reconnut la carte que le shérif lui avait montrée. Tu as dessiné ceci pour retrouver ton chemin, comprit-elle. Perdu dans la tempête de neige, confirma Quito. Un chasseur a trouvé sur moi quand j'y observais la ville l'hiver dernier. Le shérif pensait que c'était la preuve que j'y aidais à attaquer la ville. Cela a failli provoquer un désastre. Quito parut troublé. Je ne voulais pas apporter le danger. Je viens maintenant avec des nouvelles et un cadeau. Il fouilla dans son manteau et en sortit une bourse en cuir. À l'intérieur se trouvait une poignée de graines. Des plantes médecines, expliqua-t-il, de mon peuple. Bonnes pour la fièvre, la douleur, beaucoup de maladies. Je te montrerai comment les cultiver, comment les utiliser. Sophie examina les graines avec un intérêt professionnel. C'est un cadeau précieux. Merci. Pas seulement un cadeau, poursuivit Quito. J'y apporte le savoir aussi. Et il hésita. Si tu le permets, rendre visite à Petit Aigle parfois. Lui raconter les histoires de son peuple. Sophie considéra les risques, mais en voyant l'expression sincère de Quito, elle ne put refuser. Où iras-tu? J'y ai trouvé du travail avec un convoi de bétail. Vers le nord. Je reviendrai quand je pourrai. Avant l'aube, Quito repartit avec la promesse de revenir au printemps. Sophie le regarda partir avec des émotions mêlées, gratitude pour ses dons, inquiétude pour sa sécurité et un nouvel espoir. Les graines représentaient non seulement de nouveaux remèdes, mais un pont entre deux mondes. Un savoir préservé et partagé plutôt que perdu. Le dimanche suivant, Sophie se rendit à l'église pour la première fois depuis des mois. Thomas était vêtu de ses plus beaux habits. Les murmures les suivirent dans l'allée, mais plusieurs familles hochèrent la tête en guise de salutation. Marthe Lefebvre tapota l'espace à côté d'elle, faisant de la place pour Sophie et Thomas. Le curé Vachon marqua une pause momentanée en les voyant, puis continua son sermon. Sophie écouta poliment, tenant Thomas sur ses genoux. À la fin du service, elle approcha directement le prêtre. Mon père disait toujours, la guérison prend de nombreuses formes, lui dit-elle. Parfois par la médecine, parfois par la compréhension. Je voudrais faire don de ces herbes médicinales pour les œuvres de charité de l'Église. Elle lui tendit un petit paquet de plantes séchées, non pas les graines sacrées de Quito, mais des herbes communes aux propriétés curatives. Le curé accepta l'offrande de paix avec une surprise visible. Merci, mademoiselle Dubois. Alors qu'ils rentraient chez eux, Thomas babillant joyeusement dans ses bras, Sophie sentit un poids envolé. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. La mémoire de Val-des-Pierres était longue et les préjugés avaient la vie dure. Mais elle avait créé quelque chose de précieux, un foyer où différents mondes pouvaient se rencontrer, où la sagesse ancienne pouvait se mêler aux connaissances nouvelles.
Ce soir-là, Sophie est assise sur son perron pour regarder le coucher du soleil, Thomas jouant à ses pieds. Autour de son cou pendait le collier de turquoise, désormais visible aux yeux de tous. Laissons les gens parler. Elle connaissait sa vraie valeur, non pas comme magie, mais comme symbole de confiance entre des amis improbables. Au loin, au-delà des champs fraîchement moissonnés, la prairie étendait vers elle l'horizon. Quelque part là-bas, Quito traçait sa route dans un monde en mutation. Un jour, il reviendrait, apportant plus d'histoires, plus de savoir, et Thomas grandirait en comprenant les deux versants de son héritage, plus fort de ce mélange. Sophie sourit, effleurant la pierre lisse à sa gorge. Le plus grand cadeau avait été ni la turquoise ni les graines médicinales. Avait été la chance de bâtir un pont là où des autres ne voyaient que des murs, de créer une famille là où des autres ne voyaient que des ennemis. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombri, Sophie chuchota une promesse à la nuit, nous t'attendrons.